Bon, Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions d'Info Toulouse. Vous venez de sortir Les guerres du Sahel, des origines à nos jours. Quelle est la situation dans le Sahel aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait un jour arriver à pacifier cette zone? Certainement pas. C'est impossible pour une raison très simple, c'est que à l'époque coloniale, il n'y avait qu'un immense territoire qui était contrôlé par la France, et nous étions les maîtres, et nous avions des dizaines de milliers d'hommes de troupes, et nous avions en plus des implantations locales, avec des unités qui connaissaient parfaitement la région, plus du recrutement local, etc. Aujourd'hui, nous avons 4500 hommes, c'est-à-dire rien, sur une superficie qui s'étend à peu près, pour comparer, de la Bretagne jusqu'à Moscou. 4500 hommes qui n'ont pas une autonomie d'action, puisque nous sommes dans le cadre de pays indépendants. En plus de cela, les conflits qui se déroulent sont des conflits très compliqués, parce que l'islamisme n'est pas l'élément fondamental. L'islamisme dans cette région du Sahel, c'est la surinfection d'une plaie ethnique. Et sur cette plaie ethnique est venu se greffer l'islamisme. Mais il y a également le trafic. Or, quand nous intervenons contre des groupes armés, nous n'intervenons pas forcément contre des groupes qui sont à dominante islamiste. Nous pouvons intervenir contre des groupes qui sont des groupes de trafiquants. Or, chaque fois, nous perturbons des circuits de trafic internes, et chaque fois, nous perturbons une sorte d'équilibre politique qui fait que nous n'avons pas les mêmes objectifs que les gouvernements en place. Par exemple, au Mali, nous combattons la même façon qu'ils combattent les djihadistes. Or, pour les autorités maliennes, les djihadistes ne constituent pas le danger principal. Le danger principal pour les Maliens, ce sont les séparatistes touaregs. Or, les séparatistes touaregs sont ceux qui nous avaient aidés à lutter contre les islamistes lorsque nous avons repris les IFORA au moment de l'affaire Serval. Donc il y a, si vous voulez, un décalage entre les objectifs, et puis en plus, question de moyens. Parce que vouloir pacifier le Sahel, mais dans quel but? Quel est le but politique? Quel est l'objectif? Nous ne l'avons pas. Nous luttons contre qui? Nous ne savons pas contre qui nous luttons. Parce que ces groupes islamistes ne sont pas des groupes en permanence islamistes. Disons, sur les peut-être 1500 ou 2000 combattants dilués dans cette immensité sahélienne, combien y a-t-il de véritables islamistes? Peut-être quelques dizaines. Le reste, ce sont des groupes armés terroristes qui, à tel ou tel moment, vont adopter telle ou telle bannière islamiste. Donc, nous avons un ennemi qui est un ennemi invisible, dans un cadre d'États africains qui n'existent plus, d'armées africaines qui n'existent plus. Regardez ce qui s'est passé il y a 3 jours encore au Mali. Une embuscade, l'armée malienne a perdu 45 ou 50 hommes. Les gens qui ont attaqué ont récupéré des armes modernes qui vont leur permettre de faire d'autres attaques. Donc c'est une situation qui est une situation, à mon avis, sans issue. Pourquoi elle est sans issue? Parce qu'il y a eu une mauvaise analyse au départ. Tout est parti du nord du Mali. Tout est parti du nord du Mali avec le soulèvement des Touaregs. Le soulèvement des Touaregs qui n'avait rien d'islamiste. Les Touaregs se soulèvent depuis 1963, depuis l'indépendance. Pour quelle raison? Parce que les Touaregs n'ont pas accepté d'être intégrés dans des États dominés par les populations noires et sédentaires du Sud, qui étaient des populations que eux, Touaregs, radiaient avant la colonisation. Et comme ils sont 3 ou 4%, avec la démocratie, ils sont forcément sous l'autorité de ceux qui gagnent les élections, c'est-à-dire ceux qui sont majoritaires. Donc les Touaregs, depuis 1962-63, se soulèvent. Il y a eu 5 ou 6 guerres Touaregs. Et lorsque les Touaregs se sont soulevés lors du dernier événement en 2011, donc nous avions affaire à une rébellion dans le nord du Mali. Sur cette rébellion Touareg sont venus se juxtaposer des islamistes, qui sont descendus vers le sud, qui ont culbuté l'armée malienne. Nous sommes intervenus, l'opération Serval. Et là, nous avons commis une grande erreur politique. L'opération Serval est une réussite militaire, mais c'est un échec politique total. Pourquoi? Parce que nous sommes allés reconquérir le nord du Mali pour le compte des autorités de Bamako, sans demander en échange aux autorités de Bamako de prendre des mesures de réforme constitutionnelle pour essayer d'intégrer les Touaregs dans la vie politique locale. Il eût fallu dire aux autorités de Bamako, nous arrêtons la progression vers le sud de ces islamistes,
et nous allons reconquérir pour vous, car vous n'avez pas les moyens militaires de le faire, toutes ces positions, mais en échange de changements constitutionnels. Parce que si nous repartons à la conquête du Nord pour rétablir la situation antérieure, les guerres vont être permanentes, car les Touaregs n'accepteront jamais de devenir les esclaves de ceux qu'ils radiaient auparavant. Donc il fallait résoudre ce problème. Nous ne l'avons pas fait. C'est-à-dire que les autorités politiques françaises, une fois de plus, sont parties dans l'idée de la démocratie universelle en disant « des élections vont arranger tout ça ». Or, en Afrique, les élections, ce sont des sondages ethniques grandeur nature. C'est ce que j'appelle l'ethno-mathématique électorale. Parce que 80%, même divisé en 3, l'emporteront toujours sur 5%, même rassemblés. Donc, nous sommes dans un foyer qui n'a pas été réglé. Donc, ce foyer du Nord n'a pas été réglé. Alors, les islamistes qui étaient dans le Nord se sont dit l'armée française est présente dans cette zone, donc essayons d'ouvrir un autre front. Donc, on a glissé vers le sud. Et là, un front était ouvert dans le centre du Mali, donc au sud du fleuve Niger, en s'appuyant sur des populations Peuls, qui, eux, étaient également, avant la colonisation, des populations prédatrices. Parce qu'il y avait les Touaregs au nord qui radiaient les Noirs sédentaires agriculteurs du fleuve, mais au sud du fleuve, il y avait les Peuls, qui étaient également des pasteurs, et qui radiaient les autres agriculteurs sédentaires noirs, ceux qui vivaient au sud du fleuve. Donc, le combat se déplace vers le sud. Et petit à petit, la contagion se fait. Alors aujourd'hui, le Niger, le Burkina Faso, et les tentacules s'étendent. Avec en plus un autre front qui existe vers le lac Tchad, autour du nord du Nigeria, avec Boko Haram. Donc une situation qui n'est pas gérable. Qui n'est pas gérable parce que nous n'avons pas les moyens de prendre les vraies décisions, car nous ne sommes plus chez nous, ces pays sont indépendants, avec 4500 hommes. C'est impossible. 4500 hommes, dont plus de la moitié est utilisée à sécuriser les emprises. Ce qui fait que nous avons peut-être 1500 hommes qui sont véritablement opérationnels. Les axes de communication sont minés. Nous avons encore perdu un SPAI, du premier SPAI, il y a 3 jours, véhicule à sauter. Donc nous avons l'autonomie avec les hélicoptères. Oui, mais les hélicoptères, c'est fragile, les hélicoptères. Hein. Donc une situation qui est une situation, à mon avis, qui ne doit pas être tellement d'issue. Alors, on avait essayé de créer le G5 Sahel en impliquant les armées africaines, mais ces armées n'existent pas. La seule armée qui tienne le coup dans la zone, c'est l'armée sénégalaise. Mais l'armée sénégalaise n'est pas impliquée dans le jeu. C'est la seule bonne armée. Hein, le reste, ça n'existe pas. Est-ce que la France a encore intérêt à rester sur cette zone ? Alors là, c'est un problème politique moi, qui me dépasse. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un homme de terrain. Je vous analyse une situation. Je vous dis, voilà la difficulté qu'il y a. Voilà les difficultés, voilà les solutions ou l'absence de solutions. Le reste, intérêt, je ne sais pas. C'est une définition politique. Moi, je ne peux pas vous le dire. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas quel est l'intérêt géopolitique régional. Ce que je vous dis, c'est que l'affaire est mal engagée. En Libye aussi, le chaos règne toujours depuis la chute de Kadhafi. Comment est-ce qu'on peut endiguer cette situation et notamment ce couloir pour les clandestins qui veulent gagner l'Europe ? Alors la Libye, la France est totalement responsable. Enfin la France, Sarkozy. Parce que nous avons déstabilisé le seul pays à peu près stable de cette partie de l'Afrique du Nord. En plus, c'était un pays un régime avec lequel, c'était pas un parangon de vertu, hein, attention. Je ne dis pas que Kadhafi était l'archange Saint-Michel. Hein. Non, mais la politique, c'est une chose, la morale, c'en est une autre. Hein. Quelle était la situation avant ? Quelle est la situation maintenant ? Vous me direz, comparons. Hein. À l'époque de Kadhafi, il n'y avait pas d'immigration depuis la Libye. À l'époque de Kadhafi, le Sahel était calme parce que, après avoir déstabilisé le Sahel, il l'avait pacifié. Aujourd'hui, c'est l'anarchie complète. Donc, résultat de cette opération qui était faite au nom des droits de l'homme, l'anarchie complète, l'immigration, etc., etc. Alors, la situation est très sérieuse en Libye. Très, très sérieuse. Pourquoi ? Parce que nous avons cru, il y a 6 mois, 1 an, qu'un homme fort est en train d'apparaître, le général Haftar. Et nous avons pensé, les experts, les spécialistes ont pensé que Haftar allait être capable de conquérir toute la Libye et de recréer
un pouvoir fort, un peu à l'image de ce qu'avait créé Kadhafi. Or, Haftar a échoué. Il a échoué, il tient la Cyrénaïque, donc toute la partie est. Il tient une partie du Fezzan, du sud, et encore pas tout. Et il a échoué en Tripolitaine. Il voulait prendre Tripoli, il n'a pas pu. Il n'a pas pu pourquoi ? Parce que la Turquie est intervenue. De bons alliés turcs du sein de l'OTAN sont intervenus. Et parce que la Turquie a des intérêts énormes en Libye. La Libye était une colonie turque jusqu'en 1911. Et vous avez certaines régions de Libye qui sont totalement culturellement tournées vers la Turquie, et qui ont des populations qui sont des populations qui descendent de croisements de Turcs et d'indigènes, ce qu'on appelle les Koulouglis, notamment la ville de Misrata. Donc, la Turquie est intervenue militairement par des spécialistes et a permis aux forces du gouvernement entre guillemets de Tripoli d'arrêter l'offensive d'Haftar. Donc, que va-t-il se passer ? Ce n'est pas demain qu'un pouvoir fort va se reconstituer en Libye. Et on se rend compte que toute la partie tripolitaine est aux mains des milices. Toutes ces milices qui étaient opposées les unes aux autres et qui étaient opposées au gouvernement soi-disant officiel de Tripoli se sont unies autour du gouvernement de Tripoli contre le général Haftar, car le général Haftar avait dit que son but de guerre c'était de détruire les milices. Or ces milices vivent du trafic, et si elles avaient laissé Haftar gagner, elles perdaient leurs moyens de vivre. Donc chacune des villes du littoral a sa milice, et chacune de ces villes organise la traite des êtres humains à travers la Méditerranée, avec la complicité des ONG. Donc c'est une situation qu'on n'arriverait pas forcément à régler avec une opération extérieure, enfin d'un point de vue extérieur. Ah non, une opération extérieure, au contraire, mettrait tout le monde d'accord contre nous. Non, nous ne sommes plus à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, la situation libyenne eût été réglée très facilement. On envoyait 80 000 hommes, conquête du pays, pacification du pays. 80 000 hommes, conquête. Là, c'est pas le cas. On n'est plus à l'époque coloniale. Donc, il faut s'appuyer sur les forces locales. Or, les forces locales sont divisées et aucune force locale n'émerge véritablement capable d'unifier le pays. Et donc, est-ce qu'il est voué au séparatisme, ce pays ? Non, pas forcément, mais à l'anarchie. L'anarchie, séparatisme qui existe de fait. Puisque la Cyrénaïque est quasiment autonome à ses puits de pétrole, et de l'autre côté, la Tripolitaine. L'anarchie. On avait résumé ça d'une formule, la guerre de tous contre tous. En Algérie, les manifestations contre le système continuent. Est-ce que sommes-nous devant le retour d'un printemps arabe ? Et qui est derrière tout ça ? Le printemps arabe n'a jamais existé. Surtout en Algérie, le printemps arabe, c'est une vision journalistique, il n'y a jamais eu de printemps arabe. Et non, en Algérie, la situation est très complexe. En fait, ce qui se passe en Algérie, c'est le continuum d'un processus qui a commencé dans les années 1955-57. Pendant la guerre d'Algérie, se sont réunis dans un congrès qu'on appelle le congrès de la Soumam, en Kabylie, les responsables de 5 des 6 wilayas qui étaient les organisations territoriales qui menaient la guerre contre la France. Et ces responsables se sont réunis dans ce qu'on a appelé le congrès de la Soumam et ont défini l'organisation de l'Algérie indépendante si un jour l'Algérie devait être indépendante. En 1957, c'était pas gagné pour eux. Et ils ont pris 3 grandes décisions. La première décision, l'Algérie sera gouvernée par des civils et pas par des militaires. L'Algérie ne sera pas alignée sur des blocs, et l'Algérie sera un pays qui ne sera pas islamiste ni arabe, sera un pays qui sera laïque, arabo-berbère. Ces chefs de wilaya ont été immédiatement contredits par ceux des combattants nationalistes qui étaient à l'extérieur, ce que j'appelle les planqués de l'extérieur, qui étaient en Tunisie, au Maroc ou en Égypte, et qui eux ont dit non. L'Algérie indépendante serait une Algérie qui sera arabo-musulmane. Mais en plus de cela, une Algérie qui va être dirigée par les militaires. Et en 1962, le gouvernement de la République provisoire de la République algérienne, qui doit prendre le pouvoir au moment où les Français donnent l'indépendance, ce GPRA se fait doubler par un coup d'État fait par ceux qui n'ont pas combattu les Français, c'est-à-dire les troupes qui sont à l'extérieur de l'Algérie, la LN, qui sont dans les camps en Tunisie et au Maroc, et qui prennent le pouvoir à ceux qui, à l'intérieur de l'Algérie, avaient combattu les Français. Bon, les planqués
prennent le pouvoir sur ceux qui s'étaient battus. Et ils imposent un tout autre système. Ils imposent un système qui est un système militaire. Donc c'est l'alliance de Boumedienne qui dirige cette armée de libération nationale qui était en Tunisie et au Maroc, et de Ben Bella, qui est un arabo-islamiste. Donc alliance des militaires et des arabo-islamistes. Et ils prennent le pouvoir en juillet, août 1962. Il y a des combats d'ailleurs, il va y avoir des combats. Et les combattants de l'intérieur sont balayés par cette entreprise de prise de pouvoir. Et le système algérien se met en place à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en Algérie sont les héritiers, ce ne sont pas les mêmes, ils ont vieilli ou ils sont morts. Ce sont les héritiers. Donc ces clans-là qui sont actuellement au pouvoir. Donc le système est composé de plusieurs clans. À la veille du départ de Bouteflika, il y avait 3 grands clans au sein du système. Il y avait le clan Bouteflika, il y avait le clan du renseignement, la DRS, le DRS, du général Médienne, qui était un État dans l'État, et le clan du haut état-major. Donc, le haut état-major s'est appuyé sur le clan Bouteflika pour liquider le clan du DRS et a laissé faire les émeutes de la rue pour liquider le clan Bouteflika. En disant, nous allons tout gagner, car nous allons rester le seul clan à l'intérieur du système. Ce qui est vrai. Moi, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la rue ne marchait pas. Et que la rue n'était pas satisfaite du départ de Bouteflika, car la rue ne voulait pas le départ d'un clan, mais le départ de tous les clans, le système. Et qui est derrière ? Deuxième question, qui est derrière ? Alors derrière, il y a surtout la grande revendication du congrès de la Soumam. Parce que la principale revendication qui est faite, d'où tous les drapeaux berbères que l'on voit, etc., c'est que l'Algérie n'est pas un pays arabe. Ils ont beau affirmer arabe, 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 non, l'Algérie est un pays berbère. Un pays berbère qui a été colonisé par les Arabes. Donc c'est devenu un pays de culture berbéro-arabe, mais le fond de la population est berbère. Les Arabes sont des colonisateurs. La colonisation française a duré 130 ans, la colonisation arabe dure depuis le 8e siècle. Hein. C'est quand même deux notions différentes. Alors il y a cette notion-là, plus le refus du pouvoir militaire et le retour à des institutions civiles. Alors, la situation est sans issue. Sans issue. Pourquoi ? Parce que le haut état-major ne peut pas dialoguer avec la rue, car la rue veut sa mort. La rue veut la mort du système. Donc si le haut état-major dialogue avec la rue, le processus révolutionnaire va s'enclencher et les épurations vont se faire, les règlements de compte vont se faire. Donc ils ne peuvent pas. Donc ils ont trouvé un artifice qui est d'imposer des élections. Ils jouent une légalité artificielle. On va régler le problème par des élections présidentielles, 17 décembre. Donc il y a 5 candidats qui ont été retenus, qui sont quasiment tous des candidats du système. Parce que c'est une comédie complète. Donc la rue ne va pas participer aux élections. Donc à moins qu'il y ait un trucage complet pour faire croire qu'il y a une participation, il va y avoir 15% de participants. Enfin, les gens qui vont aller voter vont être montrés du doigt par le hirak, par la rue. Donc on va se retrouver une situation d'un président qui va être élu par une participation totalement dérisoire, et la situation n'aura pas bougé. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer ? 2 solutions. Le système militaire va peut-être dire maintenant ça suffit, et va rentrer dedans, et va faire de la répression, et va faire une guerre contre son peuple, ou bien je ne sais pas. Voilà la situation. Et plus globalement, en Afrique, on craint beaucoup une crise démographique, notamment à cause d'un taux de natalité très élevé des pays africains, et qui menacerait l'Europe. Est-ce que vous confirmez ce risque ? C'est plus que confirmé, bien sûr. La transition démographique s'est faite partout dans le monde, partout, sauf en Afrique. Et le problème est d'autant plus grave que l'Afrique n'est pas habituée à une densité. En Asie, on est habitué depuis des millénaires à la pression démographique. Et comme on est habitué à cette pression démographique, les Asiatiques ont créé un système de vie des hommes en société adapté, de la situation de la rizière, etc. Pas en Afrique. L'Afrique était un monde de vide démographique jusqu'à la colonisation. Vide démographique pour
de nombreuses raisons, les endémies, les guerres, tout ce que vous voulez. Et la colonisation a totalement perturbé le système avec la médecine coloniale, les vaccinations, les maternités, etc. Donc l'Afrique a eu sa population doublée, multipliée par 7 depuis et c'est un phénomène de boule de neige en train de se faire. Et les Africains n'ont pas intégré dans leur mentalité le fait qu'auparavant, quand il y avait 10 enfants qui naissaient, il y en avait 8 qui mouraient. Aujourd'hui, quand il y en a 10 qui naissent, il y en a 9 qui survivent. En plus, comme il n'y a pas de sécurité sociale, comme il n'y a pas de retraite, etc., la retraite, ce sont les enfants. La richesse, ce sont les enfants. Tout ceci fait que nous sommes dans l'incommunicabilité des cultures, et il est bien évident que ce n'est pas vers le sud que vont partir ces gens. Ils vont partir vers l'Europe, vers la terre promise européenne, d'autant plus que maintenant, tout le monde a la télévision, tout le monde a Internet, on voit les publicités. Pour eux, imaginez le gars qui est au fond de la brousse et qui crève de faim, etc. Pour lui, l'Europe, c'est le paradis sur Terre. Et être clochard en Europe, c'est mieux qu'être dignitaire en Afrique. Ouais. Donc, c'est un système qui est essentiel. Et c'est le grand danger qui nous menace, nous, Européens. Et croire au développement, c'est pas possible. Le mythe du développement, c'est un argument qui est fait pour se défausser. Mais nous avons tout tenté. Le développement, nous l'avons tenté à l'époque coloniale, quand nous étions les patrons. Bon, ça n'a pas marché. Ensuite, le développement, nous l'avons tenté depuis les indépendances, politique de coopération. L'Afrique a reçu 30 à 40 fois plus que ce qu'avait reçu l'Europe avec le plan Marshall. Le plan Marshall, non plus, qui n'était pas un cadeau, c'était un prêt, nous avons remboursé. De cela, c'est des cadeaux. Tout a été tenté pour le développement, la démographie va plus vite. Parce qu'il est faux de dire que l'Afrique ne se développe pas. Ça, c'est une légende. Elle se développe, mais à un rythme qui n'est pas celui de la démographie. C'est-à-dire 1, 3. C'est-à-dire que le grand écart se fait tous les jours. Par exemple, il y a un exemple très simple. Dans les années 1960-70, il y avait 300 millions, 400 millions d'Africains qui n'avaient pas l'électricité. Bon, aujourd'hui, ils sont 700 millions. Pourtant, on a tiré des lignes électriques partout. Oui, mais la démographie est allée tellement vite que... Donc, et cet exemple peut être multiplié dans tous les domaines.